je vais aller au rythme du client. S'il trouve qu'on va trop vite, je vais ralentir. Parce que le but, c'est que ce soit lui qui arrive au sommet. Ouais. Moi, je lui montre le chemin. Comment arriver le processus, c'est vraiment lui qui le fait avec son subconscient. Okay. Et en l'accompagnant, il faut vraiment que je rentre, encore une fois, parce que c'est très important, que je rentre dans sa carte du monde, en fait. Que je comprenne comment il réfléchit, comment est-ce qu'il pense. Et là, je l'accompagne, en fait. Donc, ça, c'est le début. C'est vraiment la première chose. Et puis, c'est là où on va déterminer si on peut continuer ensemble. Parce que quelquefois, il y a cette alchimie qui ne se crée pas entre l'hypnothérapeute et le client. Salam, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur que je reçois aujourd'hui mon cher Abdoulaye Albert Sy, clinicien hypnothérapeute et fondateur du cabinet Hypno Baobab. Abdoulaye, bienvenue au cercle. Merci beaucoup Habib. Merci. Bonjour aux auditeurs du Cercle d'Influence. C'est un honneur aujourd'hui d'être là. Je vous suis depuis longtemps. Et ça fait plaisir d'être là et de pouvoir discuter de l'hypnothérapie, d'enlever un peu tout ce qui est tabou, tout ce qui est autour, et parler de mon parcours aussi. Oui, surtout. En tout cas, j'ai hâte. Moi aussi, c'est avec un grand plaisir. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Donc, j'ai hâte aussi pour nos auditeurs et spectateurs de découvrir aussi votre parcours. Pour commencer, peut-être pouvez-vous nous parler un petit peu de votre enfance. Comment on vous a élevé? Quels sont les principes et les valeurs que vos parents vous ont inculqués dès le bas âge? J'ai eu des parents diplomates, donc on a beaucoup bougé dans le monde, on s'est ouvert, donc on a beaucoup appris. En voyageant, comme on dit, le voyage forge les personnes. Donc, on a été en Éthiopie, on a été en Suisse. Après, je suis revenu au Sénégal. Okay. Et j'ai fait mon adolescence ici, au Sénégal. Donc, une famille très unie. Jusqu'à présent, on est tous très unis. C'est un socle. La famille reste un socle. Quand l'un de nous a un problème, on revient vers la famille, ce qui est très important. Donc, ce qui permet aussi, quand on a des projets, d'avoir le soutien. Parce que quelquefois, ce n'est pas évident d'entreprendre au Sénégal, ou même dans le monde, hein, c'est pas évident. Mais quand on a un socle, on se dit on y va. Ouais. Si je tombe, les gens sont là pour m'aider à me relever. C'est ce qui a toujours été. Donc, j'en profite pour remercier ma famille. Je pense que la famille, c'est le socle principal de la société, quoi. C'est vraiment le fondement essentiel. Ce sans quoi on n'aurait pas existé. Tout à fait. et par rapport à votre parcours, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre parcours académique et professionnel avant qu'on entre dans le vif du sujet, l'hypnothérapie? Tout à fait. Donc, je fais un parcours normal jusqu'au bac ici au secondaire. Après, j'ai eu la chance d'aller 2 ans en Belgique, où j'ai étudié là-bas. Après, je suis allé au Canada. C'est là où j'ai finalisé tout ce qui est l'informatique, analyse programmeur. C'était dans les années 2000. Dans cette période-là, c'est ce qui était à la mode. Analyste, programmeur, c'était... vous auriez dit être milliardaire. Alors, peut-être que vous êtes milliardaire, qui sait? Non, parce que... Vous étiez là pendant le boom de l'Internet et de Silicon Valley, là. Tout à fait. Qui sait? Mais bon, il y a eu beaucoup de monde qui se sont lancés. Donc, j'ai aimé, hein, j'ai vraiment adoré. Par contre, analyse programmeur, ça demande beaucoup de temps. Quand tu es étudiant, c'est parfait. Tu démarres, j'ai démarré
J'ai fait mes premiers stages au Burkina Faso. J'avais une boîte suisse qui m'avait envoyé là-bas comme expatrié. Donc, je me suis formé là-bas. Après, j'ai dû revenir pour des raisons familiales au Canada. Donc, là-bas aussi, j'ai travaillé comme analyste programmeur. C'est ce que j'avais appris. Entre-temps, au Burkina, j'avais des amis qui étaient dans le développement personnel et j'aimais bien. Donc, je suivais des séances de coaching. J'aimais bien. Arrivé au Canada, je me suis j'ai plus fait en fait des cours. Donc, après, j'ai continué quand même, hein, analyse programmeur, gestion de projet. À un certain moment, bon, je me suis dit, j'avais fait un peu le tour du Canada. Ouais. Le Sénégal m'appelait. La mer me manquait, donc je suis rentré. On a ouvert une entreprise familiale où je travaille comme gestionnaire de projet. En continuant, quand Covid est arrivé, j'étais toujours dans le développement personnel et je discutais parce que j'ai un oncle qui est à Metz, qui est sophrologue depuis des années. Et j'ai toujours aimé discuter avec lui, ouais. Parce qu'il m'apprenait beaucoup de choses. Ouais, ouais. Donc, on a discuté, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas des cours? Et je me rappelle qu'à un certain moment, vu que c'était Covid, je regardais des séries, je regardais plusieurs séries, à un certain moment, je me suis dit, stop. Je n'ai qu'à profiter de ce moment-là pour prendre des cours, même si c'est à distance au départ. Donc, j'ai pris des cours de sophrologie. Et après les cours, il me manquait toujours quelque chose. Ouais. Comme je disais au départ, je suis très curieux. Donc, très ouvert. J'ai vu une formation en hypnose, en hypnothérapie, donc toujours au Canada. Et par curiosité, parce que bon, étant scientifique, je me dis, ça marche, est-ce que ça marche pas? J'ai fait une séance. OK. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Pourquoi vous avez adoré? Parce que Qu'est-ce qui a rendu la séance exceptionnelle? J'ai vu tout de suite la différence. J'ai vu que, comme dit aujourd'hui mes patients et que j'adore quand ils disent ça, ça marche. Okay. Ça marche et c'est scientifique derrière. Bon, tout à l'heure, j'expliquerai un peu comment ça fonctionne, donc on continue sur le parcours. Donc, j'ai fait mes formations au Canada. Je suis retourné, j'ai fait mes formations tranquillement. Je pratiquais un peu. Après, je suis quand même revenu au Sénégal. Je faisais des allers-retours Sénégal, Canada. Et le Burkina aussi. J'ai aimé le Burkina parce que c'est là-bas où j'ai commencé à travailler. J'ai des amis très proches. Qui sont dans le développement personnel, qui sont dans les événements sociaux. Donc, ensemble, on travaille quand eux, ils ont des clients qui ont des cas assez spéciaux. Ils me les envoient parce que, heureusement, l'hypnothérapie, depuis Covid, on a trouvé la manière de le faire via Zoom. Okay. Donc, j'ai beaucoup de clients qui sont au Burkina Faso. J'ai des clients en France. J'ai des clients aussi au Canada et ici, bien sûr. Super, super. Et moi, je suis quelqu'un qui est très intéressé par la psychologie. J'ai reçu aussi une dame qui était experte en sophrologie. Donc, pour les gens qui nous écoutent, peut-être ce serait bien de démarrer par donner c'est quoi l'hypnothérapie et quelle est la différence entre l'hypnothérapie, la sophrologie et la psychologie clinicienne. Clinicienne, oui, tout à fait. Donc, en fait, l'hypnothérapie, c'est une thérapie brève. Bon, comme la sophrologie. Maintenant, tout ce qui est psychologie, ça, c'est un peu plus long. Okay. L'hypnothérapie, on ne met pas de diagnostic, on ne prescrit pas de médicaments. Ce qu'on fait, c'est qu'on va parler avec le subconscient. Parce que l'esprit, au niveau de l'esprit, il y a le conscient et il y a le subconscient. Le subconscient fait à peu près 95% de nos réactions viennent du subconscient.
L'hypnothérapie, donc lors d'une séance, on descend les gens, on leur permet de se détendre et de les rendre à un niveau entre l'éveil et le sommeil. Et à ce niveau-là, ce qui est extraordinaire, c'est que la conscience se repose et arrête d'analyser. Et donc, le subconscient prend la relève. Voilà, le subconscient prend la relève. Ok. Et le subconscient, lui, on peut lui parler de façon métaphorique. Et c'est quelque chose que j'ai aimé parce que je me suis rendu compte que les contes qu'on faisait quand on était jeune ressemblent à ça. C'est de la métaphore, où on parle à un arbre, où il y a les lions, où il y a les choses. C'est comme on disait, les bonnes, l'hypone, amonefi, dana, voilà. Quand vous êtes un enfant, c'est un jeu, mais quand vous grandissez, vous vous rendez compte que ça a été inculqué en vous, quoi, et ces souvenirs reviennent, quoi, et ça devient des principes et des valeurs. Oui, tout à fait. Okay. C'est-à-dire que c'est un peu de l'hypnothérapie qu'on nous faisait en ce moment-là, quand on était enfant. Sous forme de jeu, ouais. Sous forme de jeu, parce que l'enfant n'a pas l'esprit critique. Critique, c'est ça. Donc, il emmagasine. Et en hypnothérapie, justement, on veut faire descendre cet esprit critique pour pouvoir parler avec le subconscient. Lui faire en gros comprendre qu'on va résoudre les problèmes, par exemple les problèmes de phobie, les problèmes de peur, tout ça. Et pour revenir à l'informatique, parce que vous m'aviez demandé la différence, c'est une reprogrammation qu'on fait. Okay. Donc on revient au niveau du subconscient, on reprogramme. Donc tous les boîtes noires qu'il y avait au niveau du subconscient, on va voir le subconscient, on reprogramme. Donc, au point de vue scientifique, maintenant, pour parler rapidement scientifique, après on va revenir sur ça, c'est-à-dire, l'esprit, c'est comme des ondes. Donc, entre 0,5 et 4 Hz, c'est le sommeil. C'est quand l'esprit est vraiment reposé, relax. 0 môme, c'est ce qu'on est. Ouais. On veut pas. On veut passer la mort. Voilà, le plus long. C'est la mort, quoi. C'est la mort, voilà. Il n'y a plus rien. Donc, entre 0,5 et 4 Hz, c'est vraiment le sommeil, c'est là où le corps se régénère, où le subconscient traite les données. Et entre 4 et 8 Hz, c'est là où on veut venir en hypnothérapie. En sophrologie aussi, c'est entre ces-là. Parce que c'est là où on peut parler avec le subconscient. Au-delà de 4 à peu près 8 Hz, c'est la détente, on est relax, on est zen, c'est comme quand on est au bord de la plage. Quand on fait de la méditation. Voilà, de la méditation. Et au-delà de 8, 12 jusqu'à 30 Hz, c'est l'éveil. C'est quand on est éveillé, qu'on travaille maintenant. Ouais. Ça, c'est vraiment... C'est le bruit de la vie. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc, comme je disais, il y a le conscient, il y a l'esprit critique et il y a le subconscient. Okay. Maintenant, quand je discute aujourd'hui, tout de suite, maintenant avec toi, c'est ton conscient qui prend et tu as l'esprit critique aussi qui est là, qui va analyser avant de l'envoyer au subconscient. Okay. Pendant l'hypnothérapie, pendant la séance pure, pendant les techniques, on veut arriver en dessous de l'esprit critique. Et là, on va parler avec des techniques, avec des métaphores au subconscient. Parce que le subconscient, dès que tu parles avec lui avec les métaphores, avec l'imagination, il ne va pas déterminer ce qui est réel, ce qui s'est vraiment passé ou ce qui ne s'est pas passé. C'est comme l'enfant. Okay. Genre, le subconscient, il est déconnecté de la réalité. Voilà. Okay. Et il ne sait pas ce qui est aussi négatif, positif. Okay. Donc, quand on parle avec le subconscient, on va faire avec des termes positifs. Okay. C'est comme l'enfant, quand on lui dit, quand il est petit, on lui fait croire qu'il y a le Père Noël, qu'il y a tout ça, il y croit, parce qu'il n'a pas cet esprit critique-là. Donc, on arrive à ce niveau-là,
Et c'est à ce niveau-là qu'on va résoudre les problèmes qu'on a eus. Je vais donner un exemple très simple. C'est une petite fille qui prend son petit déjeuner. Elle est très collée à son papa. Donc, elle est en train de manger, elle se salit les mains. Son papa elle a sa réunion de l'année. Il est habillé, costume, cravate. D'habitude, quand il descend le matin, il vient, il embrasse sa fille, il est en tenue, il sort après. Mais ce jour-là, il est pressé. Il revient, il descend, sa fille qui vient pour l'embrasser. Et son papa qui retourne la tête, qui dit non, après. Wow, ok. C'est un choc pour elle. C'est un choc émotionnel. Voilà, c'est un choc émotionnel qui se crée. Une boîte noire qu'on appelle, nous, en hypnothérapie, qui va dire à l'enfant, attention, quand un homme est bien habillé, il ne faut pas s'approcher. On a tous pratiquement vécu des cas similaires, des parents qui sont fâchés quelquefois, qui vont te dire, tu es un bon à rien, tu ne vas pas arriver dans la vie. Même s'ils n'y croient pas, l'enfant va prendre ça. Et après, dans le futur, ça va créer un comportement qu'on ne va pas comprendre. Parce que c'est loin, même consciemment, la personne ne va pas s'en souvenir, mais c'est là. C'est ce qui peut créer des phobies, des peurs, des stress. Et avec l'hypnothérapie, justement, on va aller revoir tout ça, changer ça, lui faire comprendre que non, qu'un homme bien habillé, élégant, on peut s'approcher, on peut discuter, qu'il n'y a pas de problème avec. On va venir, par la métaphore, lui faire comprendre au subconscient qu'on a résolu ce problème-là. Cette émotion-là, on l'a résolue. Est-ce qu'il y a, par exemple, dans ce que vous dites, je vois aussi un peu du PNL, du programme, de la programmation neurolinguistique. Tout à fait. Je pense que, bon, comme vous avez parlé de notre esprit, mais notre cerveau aussi, c'est composé de certaines connexions. Et à travers nos expériences du passé, ces connexions-là peuvent être modifiées, renforcées en fonction de comment on analyse ces expériences-là. Par exemple, un enfant qui a grandi dans une maison où le père était alcoolique peut soit voir ça comme un signal positif et dire que j'aimerais être comme mon père et être alcoolique, ou bien il peut voir ça comme un signal d'alerte pour dire que j'aimerais pas être comme mon père et du coup je vais changer de côté et de camp et je vais jamais toucher en fait à une bouteille d'alcool. Donc est-ce que plus on prend de l'âge, est-ce que plus ça devient difficile d'accéder au subconscient et de faire taire à notre esprit critique ou pas? Est-ce que l'âge, la maturité et l'expérience du passé peut en quelque sorte façonner ou même durcir cette transformation, ce changement d'un état de conscient à subconscient? Très bonne question. Avec l'âge, ça ne change pas. Les séances sont les mêmes. C'est sûr que les séances avec les enfants, c'est plus facile parce qu'ils sont dans leur monde imaginaire. Donc, on n'a pratiquement pas besoin de les mettre en transe. Donc, transe, c'est plus justement pour les faire descendre la garde. Avec la voix, on parle, on focalise sur quelque chose. Quand les gens grandissent, bien sûr, ils ont plus de traumas. Donc, il y a plus de boîtes noires. Et donc, on va aller travailler ça. Je veux dire, même les allergies, aujourd'hui, on le travaille. Donc, les gens, du moment que les gens sont assez conscients, parce qu'il y a des cas aussi qu'on ne prend pas en hypnothérapie. Comme quoi, par exemple? Quelqu'un qui est sous la drogue. Ouais, ça c'est autre chose. Quelqu'un qui est alcoolisé ou quelqu'un qui a des problèmes psychologiques très forts. Donc, ces genres de personnes, on ne les prend pas. Donc, l'hypnothérapie, c'est plus un changement en fait, comportemental qu'une déficience neuronale ou cérébrale, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, sur votre site, j'ai vu que vous avez mis, par exemple, sur votre site web, Hypnobaobab, apprenez à surfer sur les vagues de la vie, quoi. Et quand j'ai vu cette citation, ça m'a vraiment touché. Et je pense que c'est une belle citation pour représenter un petit peu la vie, quoi. Est-ce que vous pouvez entrer en détail sur ça? Comment l'hypnothérapie
peut aider à surfer, de manière générale par exemple. Comment on peut surfer sur les différentes vagues de la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens parfois qui s'identifient avec leur traumatisme, qui s'identifient avec leurs problèmes actuels, qui même parfois se victimisent, quoi. Et je pense que le fait de prendre du recul et de voir le monde comme un océan avec des vagues qui partent et qui viennent, ça peut relativiser les choses, même si tout le monde n'a pas cette capacité de relativisation. Est-ce que vous pouvez développer sur ça? D'accord, bien sûr. Ce que je vais faire, je vais d'abord citer mon père, qui me dit toujours la vie nous malmène. Alors maintenant, c'est à nous de choisir si on accepte d'être une victime ou si on va se lever et se battre, prendre les expériences, prendre du recul et pouvoir se servir de ce qui est arrivé pour en faire une force. L'une des choses que je disais tout à l'heure, qui m'avait frappé moi lors de ma première séance, c'est que j'avais fait une séance sur le deuil. Les émotions, surtout ici en Afrique, on garde les émotions. Ouais, on est trop fermé. On est fermé. J'ai discuté avec beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à parler. On va dire qu'un homme ne doit pas pleurer, ne doit pas montrer ses émotions. C'est un être humain. Il garde ça en lui. Et beaucoup de monde, quand ils vivent ça, même sur le point de vue du travail, ils ne peuvent plus se relever. Et l'hypnothérapie accompagne la personne à régler ce problème-là de deuil, de façon intérieure, à régler ces problèmes de couple aussi d'ailleurs. Parce que même un divorce, nous, en hypnothérapie, on considère que c'est un deuil. Oui, d'une vie ancienne, quoi, d'un chapitre de la vie qui ferme. Quoi. Qui ferme. Parce que même si les gens sortent en se bagarrant, que ça va mal, quand même, à un certain moment, cette personne était là. Cette personne était toujours là. Donc, il y a un vide qui se crée. Il y a des non-dits. Il y a des choses qu'on avait envie d'exprimer, qu'on n'a pas pu exprimer. Donc, tout ça fait que, comme je dis, il faut apprendre à surfer sur la vague, à se battre, à se relever, à se dire, bon, il y a des gens qui sont là pour accompagner, pour écouter. Malheureusement, aujourd'hui en Afrique, les gens ne sont plus aptes à vraiment écouter les personnes. Donc, il y a des et surtout, on est trop dans le jugement au Sénégal. Ça, c'est vraiment mon expérience personnelle. C'est que parfois, vous dites que parfois les gens, ils gardent trop leurs émotions et préfèrent ne pas les partager. Mais je pense qu'en grande partie, c'est parce que on vit dans un monde où la vulnérabilité peut être utilisée comme une arme contre vous-même, quoi. Par exemple, c'est bien d'être vulnérable, mais la vraie question, c'est être vulnérable face à qui, quoi. Parce que si vous êtes vulnérable contre votre ennemi, vous êtes mort, quoi. Donc, et je pense qu'il y a quand même un courage. Il faut avoir du courage et de la confiance en la personne qui est devant vous pour décider d'être d'abord vulnérable et surtout de montrer ses points faibles, quoi. Je pense que la peur essentielle de tout un homme, c'est de ne pas se faire accepter ou d'être incompris. Parce que moi, personnellement, je fais partie parmi des gens qui font des arts martiaux, mais je préfère aller me taper des gens plus forts que moi dans le ring que de m'ouvrir émotionnellement en face quelqu'un et puis de ne pas être accepté ou compris, quoi. C'est comme prendre un couteau dans le cœur parce que déjà, en fait, c'est plus facile de gérer une douleur physique parce que c'est là, tu le sens, tu prends un coup, tu le sens, tu zigues ou tu devais zaguer, tu prends un coup et ça te réveille directement et tu reprends tes forces. Alors que l'émotion, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps,
qui peut te faire mal. Et même à force d'en parler, il y a quand même un processus qui va durer dans le temps pour arriver à la conclusion de ces émotions-là. Tout à fait. Et du coup, entre la vulnérabilité, la confiance et aussi dans une société qui est trop dans le jugement, comment en fait vous arrivez à mettre à l'aise vos patients et à leur faire comprendre qu'on est des professionnels, on est là pour vous aider, vous pouvez vider votre sac. Tout à fait. D'abord, c'est des clients qu'on reçoit et on discute. La première séance, c'est vraiment plus une séance où on va parler, où d'abord il y a la confidentialité, bien sûr. Ouais. Je vais leur faire comprendre qu'il n'y a pas de jugement, qu'ils sont là pour ouvrir leur sac, pour que je comprenne dans quel monde ils vivent. Ouais. Parce que c'est à moi de m'adapter à leur monde, de m'adapter à leur façon de penser pour pouvoir les accompagner. J'aime bien dire que l'hypnothérapeute, c'est comme un guide. C'est un guide à la montagne. Aujourd'hui, je vais aller au rythme du client. S'il trouve qu'on va trop vite, je vais ralentir. Parce que le but, c'est que ce soit lui qui arrive au sommet. Ouais. Moi, je lui montre le chemin. Comment arriver au chemin. Le processus, c'est vraiment lui qui le fait avec son subconscient. Okay. Et en l'accompagnant, il faut vraiment que je rentre, encore une fois, parce que c'est très important, que je rentre dans sa carte du monde, en fait. Que je comprenne comment il réfléchit, comment est-ce qu'il pense. Et là, je l'accompagne, en fait. Donc, ça, c'est le début. C'est vraiment la première chose. Et puis, c'est là où on va déterminer si on peut continuer ensemble. Parce que quelquefois, il y a cette alchimie qui ne se crée pas entre l'hypnothérapeute et le client. Donc, c'est très important qu'on soit d'accord et que la personne le veuille vraiment. Parce que souvent, c'est un ami qui va lui dire « vas-y, il va t'aider », les gens vont être sceptiques. Ouais. Si aujourd'hui, on doit aller d'un point A à un point B ensemble, si la personne s'assoit et dit « moi, je ne bouge pas », je ne peux pas l'amener là-bas. Il faut qu'elle-même, elle ait cette volonté-là. Parce que c'est un chemin. C'est un chemin, c'est des émotions qu'on va faire ressortir dans un lieu très sécuritaire, avec bienveillance. Donc, c'est très important. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de montrer à un client le territoire, la carte du territoire, et de lui montrer un chemin bien précis, mais arriver au bout du chemin, c'est comme un cheval que vous conduisez devant le lac, mais il ne veut pas en fait boire de l'eau, quoi. Il ne veut pas mettre son nez dedans, quoi. Est-ce que ça vous arrive que vous amenez certaines personnes vers la bonne destination, mais elles n'arrivent pas à voir le bout du tunnel? Ou bien même à juste là, disons, à concrétiser, parce que comme vous dites, il faut que ça vienne d'eux-mêmes, quoi. Ça vient d'eux-mêmes. D'abord, la première chose, parce que ce que vous dites, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Hein, les gens rebelles, les gens avec qui on fait, et c'est normal. Par contre, il faut que la volonté soit là. Si la volonté n'est pas là, c'est même pas la peine. Ouais. Maintenant, quand la volonté est là, on va faire des techniques. Et souvent, en faisant les techniques, les gens me disent, on arrive à un endroit, ils me disent non, je ne veux pas. Je rentre, moi aujourd'hui, je suis le guide. Il ne veut pas aller passer par ce chemin. Je dis d'accord. Parce que c'est le subconscient qui bloque. Ouais. Et le subconscient est toujours là pour protéger la personne. C'est un instinct de survie, quoi. Voilà, c'est un instinct de survie. Donc, c'est à moi aujourd'hui de modifier ma technique et de lui proposer un autre chemin. Ça arrive tout le temps, ça. C'est pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai préparé une séance, j'ai pris ma technique, j'étais prêt, j'étais confiant, j'étais heureux. La personne vient et me dit, non, l'intention que j'avais la dernière fois, parce qu'on travaille avec des intentions, l'intention que j'avais la dernière fois, je veux la changer. C'est une autre intention que je veux. Parce qu'elle s'est rendue compte aujourd'hui que l'hypnothérapie marchait. Et donc,
dans ses priorités, elle a changé de priorité. Ok, je vois. Ouais. Donc, il fallait que je change tout de suite. Ouais. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé tout de suite de technique, je me suis réadapté et on est parti. Ok. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi que dans votre séance, l'hypnothérapie de manière générale, on essaye à amener la personne vers une sorte de temps, une sorte de tranquillité intérieure et du calme. Et comme je vous disais tout à l'heure, que le monde extérieur peut être bruyant, la vie peut être vraiment challenging. Et je pense que je ne sais pas si c'est quel philosophe qui disait que all men's problem comes from the fact that they can't sit alone by themselves for 5 minutes. Genre, tout le malheur des hommes vient sur le fait qu'ils ne peuvent pas rester seuls pendant 5 minutes tranquille, quoi. C'est pour ça qu'on est tout le temps sur les téléphones à la recherche de distractions. On regarde des séries parce qu'on peut faire se distraire que de faire face à nous-mêmes, quoi. Donc, ce calme intérieur-là, c'est très difficile, surtout dans le monde actuel. Et je pense que dans l'hypnothérapie, il y a toujours cette étape où on passe d'un état de conscient vers l'esprit critique et puis subconscient. Mais dans la vie de tous les jours, si quelqu'un, par exemple, est en train de subir une crise de panique ou bien son cœur bat plus vite ou quelqu'un qui doit faire une prise de parole en public et il a peur, est-ce qu'il y a des techniques sur le champ e-spot qu'on peut utiliser pour vraiment en fait descendre la fréquence et se calmer et être connecté avec soi-même, quoi? Oui, effectivement, il y a des techniques. Mais, comme ce que j'aime dire, c'est pas de la magie. Ok. Quelqu'un qui va prendre la parole. Par exemple, là, on avait un groupe au Burkina où on travaillait sur l'art oratoire. Ok. Avec l'hypnothérapie, on met d'abord le subconscient en confiance. Parce qu'on a des idées, on a des boîtes noires, parler en public, ça fait peur, on va trembler. Donc, on met le subconscient en confiance. Après, il y a des techniques, bien sûr, de prise de parole. Et il y a ce que les gens font très mal, c'est respirer. Il faut apprendre à respirer. Apprendre à inspirer, à retenir le souffle et à souffler doucement. Et là, le corps réapprend à se poser, à se calmer et à se dire, bon, tout va bien. Donc, il y a cette façon-là, effectivement. D'inspirer. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut faire une petite séance là d'inspiration? Vous m'aviez dit que vous vouliez faire une séance d'inspiration là. Allez, je vous écoute. D'accord. C'est là, j'ai transformé cette séance en séance personnelle là. En personnel, exactement. Donc, comme je dis, le bébé quand il naît, quand il respire, quand il inspire, le ventre gonfle. C'est pour permettre au diaphragme de s'ouvrir. Okay. Et nous, dans le stress, on oublie ça. Donc, quelquefois, on va inspirer, le ventre va se dégonfler, on va paniquer, on va commencer à transpirer. Alors que, en reprenant cette habitude d'inspirer et de gonfler le ventre, je demande même quelquefois aux clients de mettre la main sur le ventre pour s'assurer que le ventre gonfle. Après, en expirant, on souffle doucement. Okay. Donc, le principe, on l'appelle ça la respiration carrée. Donc, on inspire pendant 4 secondes, on retient 4 secondes, et on souffle doucement pendant 4 secondes. Ok. Donc, on va essayer. On va essayer. Je suis partant. Je travaille mes abdominaux. Voilà. Donc, on met la main sur le ventre. Ok. On inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. Et on souffle. 1, 2, 3, 4. On commence. Ouais. Mais on souffle avec la bouche. On souffle avec la bouche, ok. Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Mais je n'ai pas vu ton ventre gonfler. Ah ouais, ok. C'est pas mes abdominaux. Je t'inquiète. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on souffle. 1, 3, 4. Tout à fait. Ok, je le sens déjà, je sens qu'il y a un truc. On sent la différence. Ouais. Il y a une autre façon, il y a une autre chose ici. Quand on inspire, c'est là où on ne doit pas parler. Parce que quand tu inspires, par exemple, tu essaies d'inspirer et dire détente, ça va être très difficile. Détente.
T'es inspiré ou expiré? Non, inspiré. Non, en inspirant. Détente. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, quand tu expires, Détente, ouais. là, tu dis détente, tu sens même la détente s'installer. Donc, tout ça, ce sont des techniques qui arrivent. Non, super. Non, je pense que c'est pas pour rien. C'est ce que je dis parfois aux gens que, par exemple, il y a beaucoup de progressistes, libéralistes qui veulent façonner, changer le monde. Mais il y a certaines techniques comme la famille nucléaire, le mariage, la méditation qui ont existé pendant des générations et des générations. Et le fait qu'il existe pendant des décennies et des millénaires et des centaines d'années, ça veut dire que quelque part, il y a une part de vérité dedans, quoi. Oui. Et au lieu de substituer ce qui marche déjà avec quelque chose qu'on n'a jamais testé, donc pourquoi pas ne pas se suffire avec ce qui a fait ses preuves pendant des décennies. Et l'autre chose que je voulais parler, je pense que c'est lié c'est en relation avec l'hypnothérapie, c'est cette quête constante d'être connecté. J'ai l'impression que quand on vient dans ce monde, on est connecté. Après, on coupe notre cordon ombilical. Cordon ombilical. Oui. Et après, j'ai l'impression qu'après, on est quelque part la vie pendant le dessus et on est déconnecté avec que ce soit la quête matérielle, la quête de la réussite, de la richesse. Et quand on prend de l'âge et de la maturité vers 30, 35, 40 ans, on commence vraiment à chercher à être connecté. Ça peut être à travers les relations amoureuses, à travers le mentoring, les amitiés et tout. Et du coup, ce processus-là de déconnexion, connexion, déconnexion, j'ai l'impression que la vie, c'est un mélange de repair et une rupture, quoi, du genre rupture et réparation. Et parfois, c'est très difficile de sauver ces deux vagues-là parce que quand on est dans un moment où on est connecté, on sent l'amour, on sent la paix, on performe, mais parfois la vie a ses manières de juste rompre les choses et de nous mettre dans des aléas, dans des vicissitudes qui font que le choc peut être brutal et on a du mal à rebondir, quoi. Donc comment on peut gérer ça, cette connexion, déconnexion, rupture, comment on peut gérer ça? Même dans la vie amoureuse, hein, dans les relations, c'est pas facile parfois. C'est sûr. Je reviens sur ce que tu dis. Dès qu'on est, on coupe le cordon ombilical, le subconscient, l'être humain prend beaucoup. Ouais. Parce que ce petit bébé qui était dans son cocon, qu'on donnait à manger, et tout d'un coup, on le sort de façon brutale, hein? Ouais, brutal, c'est brutal. Pour ne pas rentrer dans les détails, c'est donc brutal. Et on lui dit tout de suite, respire. On le frappe dessus. Ouais. Respire. On le frappe. Voilà. On le malmène en plus. On le malmène. Et en sortant, toutes ces informations qui rentrent en même temps, c'est difficile. Le subconscient prend en général 2000 informations minimum par seconde. Quand on rentre dans une pièce, il y a l'odeur qui arrive, il y a le visuel, il y a la lumière, il y a les sons, les bruits. Tout ça rentre dans le subconscient. Donc tout ça, il faut le traiter. En dehors de tout ce qui est traumatisme, tout ce qui arrive autour. Et c'est là où l'hypnothérapie vient aider. Ouais. Vient aider, comme si on prenait un balai, on nettoyait, on disait attention, il y a ça, il faut régler. Ça, c'est pas grave. Et c'est là aussi où on a des phobies, on a des peurs, parce qu'on a beaucoup d'informations. On est toujours à la quête de ce qu'on n'a pas. Donc, on a des informations à la télé, aujourd'hui Internet, YouTube, nos enfants sont tous sur YouTube et voient des choses qu'ils ne devraient pas voir. Ouais, ils sont trop jeunes pour voir ça. Ouais. Donc, forcément, ils vont avoir peur. Et comme ils n'arrivent pas à extérioriser ça, parce que les parents n'ont pas vraiment le temps, ça reste à l'intérieur. Et ça peut ressortir après, malheureusement. Donc, en grandissant, ça peut faire des enfants violents parce qu'ils ont vu certaines choses. On ne va pas comprendre, ou bien ils ont vu les parents réagir de façon très brutale, même si eux, ils règlent leurs problèmes après, mais ça reste au niveau de l'enfant.
Et l'enfant va répéter ce qu'il a vu. Il ne peut pas répéter ce qu'il ne connaît pas. C'est sûr. Donc, il va répéter ce qu'il a vu. Et après, les parents vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? C'est un traumatisme qui est arrivé. Donc, on va aller travailler ça. Et on a tous eu, pour moi, on a tous eu des traumatismes. Hein. Ça me fait toujours rire quand je rencontre des gens qui me disent, non, moi, tout va bien dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'hypnothérapie. Je veux dire, même quand on est assis, on sourit, aujourd'hui, on a un projet, l'hypnothérapie t'aide à pouvoir programmer ce projet-là, à voir dans le futur, à aller chercher ce projet, en fait. C'est fou, quand vous parlez là, je me dis, c'est fou comment le monde a changé. Déjà, avant, on était dans une communauté, dans le village, les hommes, le matin, ils allaient chercher de quoi manger, les femmes aussi s'occupaient de la maison. Et on avait une communauté solide. Chaque soir, on se retrouvait au niveau de l'arbre à palabre pour discuter. Et là, avec la technologie, le changement du monde, on est tellement en fait dispersé. On se sent entouré, mais malgré tout, on est plus seul que jamais, quoi. Déjà, je suivais un peu une petite interview là sur la solitude à New York là, et je pense que l'animateur disait que la raison pour laquelle la solitude à New York sent vraiment, c'est la raison pour laquelle elle est catastrophique. C'est parce que les gens sont entourés par 40 millions d'habitants. Vous vivez dans une ville où il y a 40 millions d'habitants, mais malgré tout, vous vous sentez seul, quoi. Genre, même quand vous avez un malaise dans la rue, personne ne prend le temps de vous demander comment allez-vous, comment pourrais-je vous aider, qu'est-ce qui se passe. Genre, physiquement, on est entouré, mais émotionnellement, on est vide, quoi. Et ce qui fait que la solitude, elle est renforcée, elle est amplifiée. Et ça peut vraiment être un choc émotionnel pour certaines personnes. Comme je vous disais, là, je vis à Paris depuis quelque temps, mais j'ai jamais vu une société, je parle de manière occidentale, hein, l'Europe de manière générale, j'ai jamais vu une société qui a tout, et malgré tout, il n'y a rien. En fait, les gens sont déprimés, solitaires, anxieux, quoi. Quand vous regardez l'environnement, vous allez vous dire, mais comment est-ce possible que vous pouvez avoir ce genre de problème alors que vous avez tout, quoi. Vous avez tout en un clic de doigt, quoi. Mais c'est là où il y a le risque. Parce que quand je vais au Canada aujourd'hui, depuis Covid, les gens ne vont même plus au restaurant. Ils commandent. Ouais. Ils commandent, ils restent devant leur télévision. Les étudiants, il n'y a plus de boîte de nuit. Ouais. Ils sortent plus. Ouais. Tout se passe sur Internet. Les applis, ouais. Voilà, les applis de rencontre. Il n'y a plus des moments de socialisation, voilà. Quoi. Et les gens se demandent pourquoi on est malheureux. Mais je pense qu'on est né pour être connecté, quoi. On n'est pas né pour être solitaire. Tout à fait. L'être humain, on le dit en Wolof, nit moy garabam. Moy garabam. Donc, non, mais c'est fou. Et du coup, vous faites aussi des accompagnements sur les addictions, par exemple, le sommeil. Surtout le sommeil, ça m'intéresse beaucoup. Je suis quelqu'un qui a aussi du mal à dormir. Je suis un taureau insomniaque. J'entendais quelqu'un dire qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui dorment rapidement et ceux qui écrivent leur film, fassent la production du film, la promotion avant d'aller dormir. Moi, j'en fais partie de ces personnes-là. Mais comment on peut améliorer notre sommeil avec l'hypnothérapie, avec les techniques de l'hypnothérapie? Le sommeil, il y a, comme vous dites, il y a ceux qui dorment vite. Ouais, ceux qui n'ont pas de problème, apparemment. Oui, mais ils peuvent dormir vite, mais avoir des problèmes pour dormir. Ça, c'est extraterrestre, ça. Voilà, il y a des cycles. Donc, il y a des cycles au niveau du sommeil. Il y a d'abord quand on s'endort, où le sommeil est léger, ou dès qu'il y a la porte s'ouvre, on se réveille, ou dès qu'il y a un petit bruit, on va se réveiller. Après ce cycle-là, on passe au sommeil profond. C'est là où le corps se régénère. Donc, c'est le sommeil réparateur. Okay. Et il y en a qui, quand ils arrivent au niveau du sommeil profond, vont se réveiller plusieurs fois. Okay. Parce que leur cycle a été changé. Le subconscient n'arrive plus à avoir ce cycle-là. Okay. Donc,
on va voir, on va faire par façon de métaphore, régler ce cycle-là. Si le problème est au niveau du sommeil profond. Si c'est pour s'endormir, on va voir d'abord la routine avant de s'endormir. Parce que ça, là, le cellulaire, là. Oui, les écrans, la lumière bleue, ouais. Tout ça, ça influence. On met beaucoup d'informations, on se fatigue, et forcément, on demande aux gens 1 heure avant de déposer le cellulaire, de discuter avec la personne qui est à côté de vous. Ou même discuter avec les enfants. Maintenant, bon, s'il y a une urgence, oui, prendre le cellulaire, appeler. Mais être devant le cellulaire en train de scroller, on va changer cette habitude-là. Parce qu'on prend de mauvaises habitudes, en fait. Hein. J'en ai pris aussi quand j'étais étudiant. J'avais de mauvaises habitudes. On prenait le thé, on discutait jusqu'à 2h, 3h du matin. Et j'ai même une anecdote sur ça. On avait un ami celui qui faisait le thé. Ouais, Chain Cat, quoi. Voilà, le Chain Cat. Donc, on était un groupe d'amis dans l'appartement. Et le gars, le soir, on lui dit, bon, tu fais le thé. Lui, il faisait le thé. Nous, on avait cours le lendemain. Et vers 2h du matin, tout le monde commençait à sortir de la chambre, quoi. On se demandait qu'est-ce qui se passe. Un jour, il nous regarde, il nous dit, je mets du café dans votre thé. Il ne voulait pas qu'on aille dormir. Ouais. Donc, c'est des habitudes qu'on est allé prendre. Ouais. Et impossible de dormir. Ouais. Mais ces habitudes-là, aujourd'hui, avec l'hypnothérapie, on peut le changer. On peut changer. On peut le changer. On peut aller reprogrammer, dire, attention, de telle heure à telle heure, c'est l'heure du sommeil. Et il y a des techniques pour amener à ce sommeil-là. Est-ce que les addictions, est-ce que c'est quelque chose qui est génétique, qui est lié à la personnalité? Est-ce que certaines personnes sont ont beaucoup plus de propension à être addictives? Moi, personnellement, je sais que je n'ai pas un caractère addictif. Par exemple, il n'y a pas quelque chose que je dois prendre régulièrement pour être sain, quoi. Je ne suis pas addict à la caféine ou nicotine. Et peut-être le sport, je m'entends souvent, mais alors que j'ai des amis, en fait, qui ont vraiment une personnalité addictive. Dès qu'ils commencent un truc, c'est vraiment facile pour eux d'être accro et de ne pas lâcher, quoi. Donc, comment, avec l'hypnothérapie, qu'est-ce que vous pensez de ça, des personnalités des gens par rapport aux addictions? Chaque personne est différente. Il y en a qui sont rebelles. Moi, j'ai pris cette force-là parce que je sais que je suis têtu, je peux être rebelle. Donc, dès que je sens qu'il y a une addiction qui vient, je bloque. Parce que je ne veux pas être addict. Je prends ce côté rebelle, je ne veux pas être addict. Mais ça, c'est moi. Il y en a d'autres qui vont être addicts sans s'en rendre compte en étant avec des amis qui vont commencer certaines choses. Et l'habitude. L'habitude va faire que le subconscient va le prendre et va trouver ça normal et ça va devenir un réflexe. Et c'est ce réflexe-là qu'on va aller changer au niveau du subconscient. On va aller pouvoir, par métaphore, lui faire comprendre que non, que ça, c'est pas bon. Par exemple, la cigarette, lui faire comprendre tranquillement que c'est pas bon, qu'on va rejeter la cigarette. Il n'aura plus envie de prendre la cigarette. On devient addict, par exemple, du sucre. Sucre aussi, ouais. Très addictif. Très addictif. Très addictif. On n'en parle pas assez, mais oui, très addictif. Et puis surtout, bon, moi je vais prendre mon exemple encore une fois. J'arrive au Canada, les boissons sont à volonté. Il n'y a plus personne pour me dire prends de l'eau, fais attention. Je ne bois que des jus. Les jus, les coca sont moins chers que les bouteilles d'eau. Wow. Donc, à un certain moment, j'avais des problèmes de gorge, je ne comprenais pas. Je vais voir le docteur. Il me dit, vous autres, les Africains, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais quand vous venez, vous ne buvez plus d'eau. Et c'est vrai. C'est vrai. J'ai discuté avec mes amis, ils disent, c'est vrai. Et c'était ça mon problème. Et j'ai commencé à boire un peu d'eau.
Et je me suis rendu compte que ça allait. Ouais. En même temps, c'est pas les mêmes compositions. Les boissons, c'est des conservateurs et des produits chimiques. Alors que l'eau, c'est naturel. Voilà, c'est naturel, et le corps a besoin Le d'eau. corps a besoin de l'eau. Mais bon, comme tout bon, Oui, si, je comprends. comme tout bon étudiant, dès que ça allait, je retournais vers mes coca, vers mes 2 litres de coca le soir. Ouais. Maintenant, je me suis retrouvé, et grâce à l'hypnose, aujourd'hui, je peux plus prendre ces boissons-là. Et ça m'a fait même rire, parce que dans la famille, on me connaissait pour celui qui adorait les jus, qui boit toujours du jus. Mais aujourd'hui, je peux plus. Je peux plus. J'ai fait, parce qu'on a une équipe en hypnose avec qui on a étudié, donc on s'entraîne, on s'appelle, on fait des séances pour pouvoir décompresser aussi. Et on m'a fait une séance pour que j'arrête tout ça, tout ce qui est jus, tout ce qui est sucre. Mais je t'assure qu'aujourd'hui, moi, les jus, je peux plus. Oui, parce que votre subconscient le rejette. Voilà, Quoi. le rejette. Ouais. Comme si c'était, je devenais pratiquement, entre guillemets, allergique. Allergique. Ouais. Et du Mais, coup, mais je pense que c'est pour cette raison que les gens parfois associent l'hypnothérapie avec la magie. En quelque sorte, parce que quand même pour quelqu'un qui était accro, et là vous me dites que votre corps le rejette, oui. c'est quand même de la magie ça. En quelque sorte. J'ai une cousine qui, quand j'ai fait une séance, c'était sur la procrastination. Donc, on fait une première séance. Je l'appelle 2 semaines après, je lui dis, bon, maintenant il faut qu'on reprogramme la séance. Elle me dit, je ne sais pas si c'est de la magie, mais en tout cas ça fonctionne. Là, j'ai plus le temps. Je suis de réunion sur réunion, j'ai plus le temps. Je reviens la semaine prochaine. Ça a même marché pour elle alors. Ça a marché. Et c'est quelque chose qui est agréable quand j'entends ça, quand on me dit ça marche. Ouais. Quand je vois après les visages des personnes changer, juste après la séance, on voit les gens plus épanouis et ça change. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment scientifique, l'hypnothérapie. On a fait des examens. Aujourd'hui, ils sont même pas en train, ils l'ont introduit dans les hôpitaux. Okay. C'est-à-dire, ils forment les médecins, ils forment les infirmiers à faire de l'hypnose pour accompagner les personnes, les patients, à moins sentir la douleur, à être plus zen, moins stressé. Donc, c'est pour dire à quel point est-ce que ça fonctionne. Ouais. Si ils vont jusqu'à les mettre dans les hôpitaux, l'accepter. Il y a des IRM qui ont été faits pour voir comment ça fonctionne, comment est-ce que les ondes fonctionnent, à quel moment est-ce que les gens se font, les transformations se font en fait. Non, c'est super. Est-ce que, bon, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que l'hypnothérapie vous a beaucoup aidé dans votre vie personnelle. De manière générale, est-ce qu'il y a une peur ou un défi que vous travaillez actuellement sur vous-même, que vous essayez de changer, de transformer avec l'hypnothérapie ou avec n'importe quel autre domaine? La dernière chose sur laquelle j'ai travaillé, parce que avant de pratiquer sur les personnes, je le pratique sur moi d'abord. C'est mon principe, voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne. Quand je rentrais dedans, je faisais mes formations, je voyais, il y avait perte de poids. Alors, je me suis dit, perte de poids, si je fais ça, ça va être compliqué. Et ça fait 2 mois que j'ai fait une séance avec une Canadienne sur la perte de poids. Et c'est là où on a intégré le sucre, parce que le sucre, c'est quelque chose qui prend le poids. On a intégré les légumes, que je ne mangeais pas vraiment, la salade. Et aujourd'hui, en 2 mois, je peux dire j'ai perdu 10 kilos. 2 mois 2 mois. En 2 mois? En 2 mois, j'ai perdu 10 kilos. Alors que les années d'avant, j'ai essayé. Mais j'ai essayé, je reprenais du sucre, je me disais, bon, c'est pas grave. Mais là, de façon naturelle. J'ai repris mon sport, tout ça. Mais tout ça se fait d'une façon douce et tranquille.
Donc, sur ça, aujourd'hui, je peux accompagner les gens sur la perte de poids. Et encore une fois, il faut que la personne le veuille vraiment. Le veuille vraiment, ok. C'est pas je me lève et je veux perdre du poids, non, ça ne marchera pas. Le subconscient ne va pas suivre. Mais s'il suit, on va faire des séances, on va diminuer la ration de sucre. Parce que, bon, il y a du sucre dans tout. On va diminuer les portions de riz. On va mettre des légumes, on va mettre d'autres choses. C'est-à-dire, l'hypnothérapie peut être accompagnée avec une diététicienne, avec un psychologue. Tout ça, c'est pour accompagner la personne, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une question particulière qu'on ne te pose pas souvent et qu'on t'aimerait qu'on te la pose de temps en temps? Non, c'est plus discuter avec les gens. Okay. Parce que les gens ont peur de l'hypnothérapie. Ceux qui voient à la télé en pensant que je vais m'amuser dans leur cerveau, que je vais découvrir leurs secrets. Non, c'est de la thérapie. C'est une thérapie douce. Il y a un code de déontologie. Et la personne, pendant la séance, reste consciente. Donc, toute la séance, elle reste consciente, elle se rappelle de ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Elle est juste plus détendue, plus relaxe, elle sort de là plus relaxe. Je pense que c'est ce que les gens veulent aussi. Et donc, tout ça, il y a beaucoup de mythes autour, en fait. Parce que ce qu'on montre à la télé, et j'aime bien répondre aux gens, maintenant, il y en a moins les films de kung-fu, où on voyait les gens sauter et se battre, s'arrêter en plein air et se battre. C'était à la télé. Les films de Jackie Chan et Jet Li. Voilà, tout à fait. Donc, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit à la télé. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'hypnothérapie en tant que telle, non. La personne reste consciente et c'est selon sa volonté ce qui se passe. Et est-ce que vous avez connu un échec particulier qui vous a marqué et qu'est-ce que vous avez appris de cet échec? J'ai connu un échec, mais ça, heureusement, c'était pendant mes cours. Ok. Quand je dis qu'il faut rentrer dans la carte du monde de la personne, c'est-à-dire comprendre ce que la personne vit et être comme elle, c'est-à-dire ce qui s'est passé. On faisait une technique et je devais faire venir son père, parce qu'il y avait eu un traumatisme au niveau de son père. Je n'avais pas posé assez de questions autour de sa relation avec son père. Pour moi, un papa, c'est affectueux, c'est surtout avec une fille. Donc je lui ai dit à un certain moment, ton père te prend sur ses genoux, qui pour moi est naturel. Oui, je vois. Alors que c'était le mauvais exemple pour elle, quoi. Ah oui. Conflit total avec son père. Elle a fait une crise d'angoisse. Wow. Parce qu'elle ne s'approche pas de son père. Et comme elle ne s'approche pas de son père, elle a un problème avec les hommes en général. Oui, c'est sûr. Parce que le papa, c'est le rôle, son premier, en fait, amour, quand elle sorte. Et si ça n'a pas marché, ça veut dire que ça va répercuter sur les autres. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est là où j'ai vraiment appris qu'il fallait vraiment rentrer dans la carte de la personne, savoir ses réalités, comment est-ce qu'elle réfléchit. Mais il y a beaucoup de profilage dans ce que vous faites. Hein. C'est vraiment du profilage. C'est du profilage. Non, c'est du profilage. C'est vraiment comme profilage psychologique. Quoi. Oui. J'imagine que dans le milieu professionnel, vous devez être quelqu'un qui comprend un petit peu comment les gens fonctionnent, comment les choses marchent. Je souris, mais toujours sans jugement. Ouais, sans jugement, je suis d'accord. Ça, c'est une force que j'ai par contre. Ouais. À force de voyager, je me suis très vite rendu compte qu'on ne réfléchit pas de la même façon. C'est sûr. Que ce soit en Europe, en Afrique on a tous et en Asie, on a notre façon de réfléchir. Et c'est ce qui crée aujourd'hui le problème dans ce monde. Ouais. Parce que chacun pense que sa façon de réfléchir est la meilleure. Supérieure, ouais. Alors que ce n'est pas le cas. Chacun vit d'une certaine façon, on l'a éduqué d'une certaine façon. C'est comme ça qu'elle voit le monde. C'est sûr. Aujourd'hui, en Afrique, je prends un exemple très simple, on partage. Tout ce qu'on a, on le partage. On va en Amérique du Nord,
Les amis, quand on t'invite, chacun compte le morceau de viande qu'il a amené. Mais c'est normal. Pour eux, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Ils viennent, ils grillent leur viande. Tu viens pas lui demander sa viande parce qu'elle est meilleure que la tienne. Ah non. Alors qu'ici, non. On met tout dans le bol et puis... c'est sûr. Chacun a sa façon de voir. Mais tout ça, c'est beau. Moi, je trouve ça beau, quoi. Je trouve que c'est cette différence-là qui fait la beauté du monde, quoi. Je pense que c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit sur eux aux autres et de ne pas voir les choses comme bien ou mal. C'est plus que... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, parfois, ils confondent la méchanceté avec l'ignorance, quoi. Tu vois, il y a des gens qui sont juste ignorants. Ils peuvent faire des actes qui peuvent sembler... par les personnes qui regardent de loin, qui peuvent sembler être par exemple, méchants ou jaloux, envieux. Mais alors qu'en réalité, il a été élevé comme ça. C'est sa culture. Il n'est pas méchant, il est juste ignorant, quoi. Et parfois, il suffit juste de lui expliquer, de lui faire comprendre comment vous avez interprété son action par rapport à votre culture à vous, et ça devient en fait quelque chose que c'est un moment d'apprentissage, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre personne, quoi. Mais parfois, je pense qu'on prend même plus le temps d'éduquer et de s'ouvrir sur eux aux autres, quoi. Il y a beaucoup de conflits qui auraient pu être évités par une simple conversation, quoi. Tout à fait. Ce qui est dommage. Tout à fait. Et l'autre question, c'est quel est le meilleur conseil et le pire conseil qu'on vous a jamais donné? Le pire conseil, c'est quand on me dit tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable, c'est pas possible, il faut pas trop rêver. Mettre une barrière. Malheureusement, les gens le font beaucoup. Beaucoup. J'ai eu beaucoup de projets où les gens me disent mais tu te crois en Europe ou quoi? J'ai dit, mais c'est pas parce que si ça se fait là-bas, ça peut se faire chez nous. Pourquoi ne pas prendre les bonnes choses là-bas et les amener? On a beaucoup de blocages et les gens, inconsciemment, c'est même pas qu'ils le disent de façon méchante, c'est que pour eux, c'est pas possible et ils te bloquent. Et encore une fois, ça va créer, à force d'entendre ça, ça va créer une boîte noire. Oui, c'est sûr. Donc, même si tu essayes, toi, de façon volontaire, le subconscient va aller travailler derrière. Il va te dire non, c'est pas possible. Et tu vas trouver des excuses. Tu vas commencer à procrastiner, tu vas commencer à trouver un plan B, et tu vas pas aller te battre. Donc, ça aussi, pour moi, c'est la pire des choses qui arrivent. Ne pas rêver. Ne pas rêver, ne pas essayer de réaliser ses rêves. C'est... comment est-ce qu'il disait ça en anglais? Je vais faire ça ou je vais mourir à essayer de faire ça. Get rich or die trying, comme on peut le dire. 50 Cent là. Get rich or die trying. Un peu ça. C'est ça. Non, je suis parfaitement d'accord. C'est ça. Et est-ce que si vous devez donner un conseil à vous-même il y a 10 ans ou 20 ans, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même grâce à l'hypnothérapie, grâce au développement personnel. Mais quel conseil donnerez-vous à vous-même il y a 20 ans? L'orgueil. De laisser tomber l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil nous fatigue beaucoup. L'orgueil nous bloque et empêche de voir ce que l'autre personne essaie de dire. Ok. Souvent, avec l'orgueil, on va interpréter, on va se renfermer et ça bloque beaucoup de choses. Quand vous dites l'orgueil, est-ce que c'est associé avec l'ego ou pas? Je pense qu'on peut pas... Est-ce que l'ego n'est pas un truc aussi d'instinctif qui est là pour nous aider à survivre, ou vous ne pensez pas? Ou est-ce qu'il y a une différence entre orgueil et ego pour vous? Pour moi, c'est à peu près la même chose. Comment on peut se débarrasser de notre ego? L'ego, pour moi,
il faut faire une différence entre l'ego et laisser tout faire. Okay. C'est-à-dire accepter tout. C'est vrai qu'il ne faut pas tout accepter dans la vie. Ouais. Et encore, ça dépend dans quel milieu. Ouais. Parce que j'aime bien dire, l'être humain a des masques partout. On est différent dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, au niveau du couple. Ouais. Comme disait le psychologue, là, on joue tous une pièce de théâtre. Voilà. Donc, aujourd'hui, en famille, l'ego va te servir à quoi? Rien du tout. Rien du tout. C'est des gens qui sont là, qui sont supposés vouloir t'aider. Dans le milieu professionnel, malheureusement, c'est, comme on dit, un milieu de caïmans, c'est méchant. Oui, là, il faut frapper sur la table. Il faut surveiller ses arrières. Voilà, tout à fait. Quand on veut régler des problèmes, il faut surveiller ses arrières, ses intérêts, les intérêts des gens qui sont proches. Mais je vois trop souvent, et j'avoue que je l'ai fait aussi, dans le couple, ce côté égo qui fait que les gens ne se parlent plus, ne communiquent plus. Et ça crée des blocages qui servent à rien. Qui servent absolument à rien. Donc, ouais, j'avoue, je suis d'accord. Je pense que oui, on peut le prendre comme étant... on peut le prendre de deux façons, quoi. Il y a l'ego positif et l'ego négatif, quoi. Je pense que l'ego positif, c'est bien. Mais l'ego négatif, c'est tout ce qui peut freiner votre développement personnel. Je pense que c'est à éviter. Et la dernière question que j'aimerais poser, c'est quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde? Quelle influence? C'est aider les gens à se développer, à croire en eux. On m'a dit quand je commençais de ne pas accepter les consultations gratuites. Je suis contre. Pour moi, quand je vois, comme je disais, les gens transformés derrière, te dire que ça marche, il n'y a pas plus beau que ça. Pour moi, rien que ça, on m'a déjà payé. Bon, bien sûr, derrière, il faut vivre quand même. Ouais, je suis d'accord. Mais quand on me dit non, ça a marché, ça a transformé ma vie, je raisonne autrement, il y a cette fierté-là, que j'apporte quelque chose, que j'aide les gens, que j'aide les gens dans mon pays. Oui, je suis d'accord. En tout cas, Abdoulaye, j'ai beaucoup appris là. Même moi, j'étais un peu sceptique à l'hypnothérapie, mais je commence à croire un petit peu. Mais et je pense que c'est quand même, comme je vous disais, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Je lis beaucoup et j'aime bien apprendre, quoi. Et je pense que si ce domaine a existé et a tant scindé de génération en génération, c'est parce que quelque part derrière, il y a une part de vérité. Pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que vous avez un dernier mot, un message à passer ou des trucs aussi à promouvoir et comment les gens pourront entrer en contact avec vous aussi? Oui, bon, ce que je veux dire, c'est que l'hypnose, on est toujours sous hypnose. Les gens qui disent non, ça ne marche pas avec moi, on est toujours sous hypnose. Par exemple... Je pense que la plus grande hypnose, c'est l'amour, quoi. Il y a ça, mais la plus grande hypnose pour moi, c'est par exemple le football. Ouais, toutes les crises qu'il y a. Ouais, de transe, il y a des gens qui sont en transe, il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques sur un match de football. Ouais. C'est de l'hypnose. Généralement, on va dire les filles, parce on ne va pas dire que les garçons pleurent devant des films, mais ça aussi, c'est de l'hypnose, c'est des émotions qui reviennent. Donc, aujourd'hui, tout le monde est hypnotisable. Maintenant, comme je disais aussi, ça dépend de l'alchimie qu'il y a avec le thérapeute, si ça fonctionne. Il faut l'adapter aussi.
Moi, je l'ai adapté, je l'ai appris au Canada, mais aujourd'hui, quand je suis venu au Sénégal, je me suis vite rendu compte qu'il faut que je l'adapte au milieu sénégalais, au milieu africain. Que si aujourd'hui, dans mes techniques, je parle de neige au Sénégalais... non, ils ne vont pas comprendre. Ça ne va pas marcher. Ah non, ils sont partis là. Voilà. Ça ne va pas marcher. Donc, mais c'est un moment extraordinaire, en fait, les séances. Aussi bien pour moi, le thérapeute, que pour la cliente ou le client. Les gens ressortent de là transformés et veulent revenir. Et souvent, dès que je finis, c'est quand la prochaine séance. Même si au début, ils étaient un peu sceptiques, c'est tout de suite, c'est quand la prochaine séance. Donc, il y a mon site web. Que je mettrai dans les show notes comme d'hab. Je mettrai dans les liens. Oui, tout à fait. Et puis, mon numéro de téléphone aussi. Oui, ça marche. Je mettrai le site, les numéros dans les show notes comme d'hab, quoi. D'accord, oui. Et puis, ça se fait en ligne, ça se fait bien en ligne. Comme j'ai dit, j'ai des gens au Burkina Faso, en France, au Canada. Et des gens qui sont à Sali aussi, donc on fait en ligne. De temps en temps, quand ils viennent à Dakar, on fait une séance présentielle. Super. En tout cas, merci beaucoup, Abdoulaye. J'ai beaucoup appris. On a fait plus d'une heure là, c'est passé vite. On n'a même pas vu le temps passer. Je pense que la conversation fut très enrichissante et impactante. Et pour les auditeurs et les spectateurs, n'hésitez pas à donner un petit coucou à Abdoulaye et aussi à se familiariser avec tout ce qu'il fait sur son site web hypnobaobab.com. Et si vous traversez une période difficile où vous avez connu des traumatismes, je pense qu'on en a tous, n'hésitez pas à consulter Abdoulaye et de voir en fait ses services. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup Abdoulaye. Merci beaucoup Habib, c'est fait un plaisir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine, en attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love, we out, bye.